En retour de l'effort historique que nous avons consenti et que nous engageons ce jour, je veux aussi, c'est pour moi le deuxième pilier de cette stratégie d'ensemble, fixer deux ambitions claires qui ne sont pas celles du ministère, mais qui sont les ambitions des Français, les exigences au fond qui ont pu être exprimées dans le cadre des consultations largement menées. La première exigence et ambition, je l'ai parfois d'ailleurs dit en ces termes, je vous le répète, plus de bleu sur le terrain. Ce qu'attendent nos compatriotes, c'est en effet une présence accrue de policiers et de gendarmes sur la voie publique, parce que c'est rassurant pour eux et dissuasif pour les délinquants. Alors, nous avons déjà beaucoup fait en la matière. Nous avons créé des postes de policiers et de gendarmes, nous avons embauché des personnels administratifs, nous avons mis en place les terminaux numériques qui diminuent le temps au bureau, l'allègement aussi de certaines tâches, la fameuse création d'amendes forfaitaires qui, sur la seule consommation de stupéfiants, où elle est en place depuis maintenant 1 an, a permis 100 000 amendes dressées, 100 000 depuis le 1er septembre 2020. Tout cela a permis de déployer plus de temps utile. Et la logique engagée dès le début de mon mandat, police de sécurité quotidien, dégager des fonctions inutiles, embaucher, nous en avons les résultats d'ores et déjà aujourd'hui. Mais nous devons aller plus loin, en sachant là aussi bousculer quelques tabous, quelques habitudes prises. Et je veux nous fixer un horizon, augmenter significativement, c'est-à-dire doubler sous 10 ans, la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique. Cet objectif, nous pouvons le tenir. Il faudra peut-être créer des postes, ici ou là, en fonction justement de ce que les travaux qui présideront à la LOPSI permettront d'identifier. Mais nous avons la possibilité de dégager des marges de manœuvre par des réformes en profondeur et des exigences. Il faut dégager pour cela les policiers des tâches administratives en développant les missions des personnels administratifs. Il faut aussi réexaminer le temps de travail pour renforcer la capacité des unités de terrain. Les cycles horaires sont devenus illisibles. Et je demande en la matière qu'un travail de fond soit engagé en lien avec les représentants des personnels pour que l'équilibre de vie des agents et la présence sur le terrain se conjuguent. Mais les cycles horaires ne correspondent plus aux besoins du terrain, à ce que vivent nos concitoyens et même à ce pourquoi vous vous êtes engagés. Soyons clairs. C'est le fruit de discussions où il n'y avait pas assez de moyens, pas assez d'ambition et où il fallait passer des mauvais compromis. Fini le temps des mauvais compromis. Il y a une ambition, on a commencé à mettre les moyens, on va aller au bout de cette logique. Avec les moyens, il doit y avoir aussi de l'exigence. Je demande que le ministre puisse conduire ces discussions sur les nouveaux cycles horaires pour que, d'ici au 1er janvier prochain, elles soient finalisées. Nous allons aussi revoir le système de mouvement de nomination. Là aussi, ça ne correspond plus aux besoins du terrain. Je vous parle en toute franchise. Je crois que nous le savons tous, au fond. On ne peut plus en effet faire venir 100 personnels en renfort pendant 1 année et l'année suivante les laisser partir. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les mouvements tels qu'ils sont organisés. Les nominations doivent s'inscrire d'abord dans la durée, les mutations doivent se faire en fonction des besoins du terrain, tels qu'ils sont évalués par la hiérarchie, par l'analyse en lien avec les élus de ces besoins. Là aussi, je demande que le ministre puisse mener les discussions et qu'elles soient finalisées au 1er janvier prochain. J'ai conscience de l'exigence qu'il y a derrière ces réformes, mais elles sont nécessaires. La deuxième ambition et exigence, c'est de mieux prendre en charge les victimes. Nous avons là encore fait beaucoup, notamment pour mieux prendre en charge les femmes victimes de violences. La création du 3919, aujourd'hui accessible 24 heures sur 24, et j'en remercie les équipes. La formation de près de 90 000 policiers et gendarmes. La mise en place de guichets dédiés.
le déploiement de 2300 téléphones grave danger pour les victimes, la création de 123 postes d'intervenants sociaux supplémentaires. Nous devons nous inspirer de cette méthode pour mieux accompagner l'ensemble des victimes. Mais aujourd'hui, nous devons encore faire mieux pour, en quelque sorte, nous mettre au plus près des victimes et leur permettre d'avoir accès aux services du quotidien que d'autres services publics savent leur rendre. Et donc, la police et la gendarmerie française doivent prendre le virage du service rendu aux citoyens. Pour ce faire, je souhaite que la plainte en ligne soit mise en œuvre dès 2023 et pas seulement la pré-plainte, comme c'est le cas aujourd'hui. Je souhaite que dans ce cadre, un suivi soit possible pour les victimes avec des référents à qui s'adresser au sein des forces de l'ordre et des applications numériques dédiées. C'est important pour les victimes, mais c'est important aussi pour les forces sur le terrain, pour vous tous et toutes, de pouvoir suivre les affaires et leur progression. Je souhaite qu'au-delà des femmes victimes de violences, toutes celles et tous ceux qui veulent porter plainte soient mieux accueillis, ce qui suppose tout à la fois de mieux former et continuer à mieux aménager nos commissariats et nos brigades. Voilà les deux exigences indispensables que nous devons aussi ensemble travailler et pour lesquelles nous devons avoir des résultats dans les prochains mois. Alors s'il faut penser loin et si nous souhaitons ensemble avancer avec ces deux ambitions, je n'oublie pas pour autant les urgences que vous avez exprimées durant ce Beauvau. Je n'oublie pas votre quotidien, fait de manque de moyens, d'agressions répétées, de défiance parfois insupportable. J'ai rappelé, il y a quelques instants, ce qui a déjà été fait pour répondre à ces violences, pour répondre aussi aux besoins sur le terrain. Mais au-delà, nous devons aller plus loin, prendre à bras-le-corps cette situation et continuer de nous engager. En 2022, le ministère de l'Intérieur verra ainsi son budget augmenter de près de 1,5 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros pour la mise en œuvre des premières mesures du Beauvau de la sécurité. C'est sans précédent. 95% de ces mesures qui ressortent du Beauvau sont pour du matériel, de l'investissement, les conditions de travail. Je le dis, ça n'est que extrêmement marginalement du catégoriel, une fois encore. Parce que bien souvent, ce qui avait été le parent pauvre pour vous, c'était cela. Les conditions de travail, les voitures, la situation des bâtiments, tout ce qui faisait le quotidien, la performance, la dignité, le sens du métier. Et cela permettra d'abord d'investir dans l'humain à court terme, qui en matière de sécurité est la base de tout. Nous le savons, nous sommes ici dans une école, merci de nous accueillir, Madame la directrice, mais ça commence à l'école et c'est tout au long de la carrière. La sécurité, c'est d'abord le travail de femmes et d'hommes. On donne plus de moyens, il y a plus de techniques, il y a des technologies qui s'installent de plus en plus et ça continuera. Mais ce sont des femmes et des hommes qui s'engagent et qui croient dans cela, qui croient dans cette fonction. C'est ce que vous faites. Et donc, je dirais que trop longtemps, nous n'avons pas investi dans l'humain. J'ai d'abord entendu votre souhait légitime de bénéficier d'un temps plus long de formation et d'avoir une réponse plus adaptée en termes de formation. D'abord, et je dois dire que j'ai découvert cela à la lecture des travaux du Beauvau, je confesse, on apprend toujours. Quand on passe un concours, on attend 2 ans en moyenne pour rentrer dans l'école. Bon courage. Les jeunes les plus motivés sont évidemment, du coup, ceux qui hésitent. Parfois, quand ils ont plusieurs concours, ils rejoignent d'autres administrations ou d'autres services. Tout le monde est perdant à ce jeu. Il nous faut nous fixer un objectif. 6 mois maximum entre l'obtention du concours et l'entrée dans l'école. C'est le maximum. C'est ce qui peut être accepté par un jeune et sa famille. Plus, on perd le sens. Et surtout, on tue toute attractivité. C'est aussi pour cela que nous avons décidé de mettre des moyens. L'académie de police, je l'ai annoncé à Montpellier, dans laquelle passeront l'ensemble de nos forces de police en France. Mais également des centres régionaux et centres spécialisés
pour nos policiers et nos gendarmes, pour compléter l'offre d'ores et déjà existante et répondre à la formation initiale dans les temps nécessaires et à la formation continue. Je pense aussi qu'il est nécessaire d'entendre ce qui ressort de vos travaux. La formation n'est pas assez longue et qualifiante. J'ai donc décidé, dès l'année prochaine, d'augmenter de 4 mois le temps de formation initiale des gardiens de la paix et de hausser de 50% la durée de la formation continue pour les gendarmes et les policiers. C'est indispensable. Ces temps de formation seront considérés comme du temps de travail à part entière, sanctuarisés par votre hiérarchie et valorisés financièrement comme tels. À chaque fois que nous avons eu des difficultés sur le terrain, nous le savons bien, c'est qu'il manquait du monde et c'est qu'il y avait des manques de formation face à telle ou telle situation. Est-ce qu'on peut reprocher à nos forces de l'ordre de ne pas avoir été formées sur telle ou telle situation, d'avoir déployé des jeunes ou moins jeunes sur des situations auxquelles ils n'avaient pas été dûment préparés? Nous y répondrons par cet engagement et ces moyens mis sur la formation. Cela permettra ensuite d'accéder aux demandes légitimes formulées durant ce Beauvau par les différents corps de métier de la police et de la gendarmerie nationale. Ceux d'entre vous qui appartiennent aux forces de sécurité publique ont souligné, durant les tables rondes, l'utilité des caméras piétons, qui permettent en opération d'éviter tout dérapage des interpellés et qui, lorsqu'une interpellation se passe mal, sont des outils de levée de doute. J'en suis profondément convaincu. C'est un outil qui dissuade et c'est un outil qui protège tout le monde. Nous n'avons rien à perdre avec la transparence en permanence. Et c'est un outil qui permet aussi de recontextualiser les choses. Combien de fois avons-nous vu des vidéos volées, sorties de tout contexte, qui étaient mises par tel ou tel en ligne et qui devenaient soudainement un matériau journalistique, le fruit de tous les commentaires, sans qu'il y ait la possibilité de remettre dans ce contexte, dans son contexte, ce qui s'était passé. Les caméras sont bonnes pour l'action, pour prévenir des violences, mais aussi dans la suite judiciaire qui sera donnée. Alors, il faut déployer, et là aussi il faut former, parce qu'il faut bien encadrer l'utilisation de ces caméras pour qu'elles puissent ensuite être utilisées dans les procédures, et nous connaissons toutes les contraintes. C'est pourquoi je vous confirme d'abord la finalisation du déploiement d'une caméra piéton par patrouille. Vous le savez, j'y crois. 15 000 ont déjà été déployés, 15 000 restent à déployer, elles le seront d'ailleurs dans les prochaines semaines. D'ici à octobre, l'ensemble des engagements pris en la matière, de ces 30 000 caméras, seront toutes déployées. C'est une véritable révolution. Je rassure aussi pour les plus experts que nous avons changé les contrats jadis passés et que pour ceux qui n'en ont pas encore bénéficié, il ne s'agit plus des formidables caméras qui marchaient 4 heures par jour. J'ai pu voir dans d'autres pays qu'il y avait des caméras qui marchaient tout le temps du service. C'est bien celles-ci qui sont déployées. Le contrat passé a été cassé. Nous avons passé de nouveaux marchés et c'est bien une caméra qui correspond à vos besoins qui est ainsi déployée. Mais ce vers quoi nous devons aller d'ici à la fin 2022, c'est de permettre à ce que chaque fonctionnaire sur le terrain soit doté d'une caméra individuelle. Cet objectif, nous pouvons l'atteindre, nous allons l'atteindre, c'est l'engagement que nous devons nous donner à nous-mêmes. Je vous confirme également que nous allons engager le déploiement des caméras embarquées pour les véhicules, qui supposait un changement législatif. Celui-ci est en train de se parachever et la mesure pourra être effective dès 2023. Le déploiement de ces caméras, d'ores et déjà pour les patrouilles, ensuite pour chacune et chacun d'entre vous, puis pour les véhicules, c'est une stratégie de dissuasion, c'est une stratégie de transparence, c'est une stratégie d'efficacité et de protection pour vous toutes et tous. Celle-ci est complétée par l'engagement aussi de nos élus, et je veux ici les remercier. Les collectivités territoriales se mobilisent aussi et continueront de le faire, en particulier pour les réseaux de vidéoprotection. Je tiens à saluer les contributions de l'AMF, des associations d'élus, au Beauvau de la sécurité. Nos élus sont en première ligne et avec le déploiement des vidéoprotections qui
va continuer de se renforcer, avec aussi le travail qui a été fait pour renforcer la coopération entre nos polices municipales et la police nationale, la gendarmerie nationale et le travail de notre justice est indispensable et c'est là aussi un continuum auquel nous tenons. Vous avez aussi souvent fait part du manque d'attractivité des métiers pour la police judiciaire. Si je continue à parcourir et à cheminer à travers les différents métiers de la police et de la gendarmerie. Et ce manque d'attractivité, nous le ressentons avec cruauté sur le terrain. Plusieurs départements où la criminalité ne manque pas, où la délinquance est forte, ont un problème, c'est souvent le manque d'OPJ. Et donc la difficulté pour que les procédures avancent comme il se devrait. Je souhaite, comme l'a proposé le ministre, qu'un plan pour l'investigation soit lancé dès la fin de cette année. La formation d'OPJ sera intégrée à la formation initiale de tout policier et tout gendarme, ce qui permettra de participer aux premiers actes d'enquête et de fiabiliser ainsi les procédures. C'est un changement profond qui suppose un changement de notre code de procédure pénale, qui, je le rappelle, faisait, je parle sous le contrôle de nos directeurs, attendre au moins 3 ans tout jeune fonctionnaire pour pouvoir prétendre devenir OPJ. Chacun sera formé, ça ne veut pas dire que tout le monde réussira à l'examen, ça après ça dépend de chacune et chacun, mais ce sera dans la base de formation de tous, sans condition, ce qui permettra une bien plus grande efficacité, une acculturation de tous, mais surtout, évidemment, une démultiplication de nos OPJ sur le terrain. C'est indispensable. Et là aussi, ce travail sera poursuivi dans le cadre des États généraux de la justice par aussi tout le rapprochement entre la formation de nos forces de sécurité intérieure et des magistrats, qui, je crois, est un axe important dont le garde des Sceaux se saisira en lien avec le ministre de l'Intérieur. Une partie du personnel administratif agira, par ailleurs, comme des greffiers de police et de gendarmerie, ce qui permettra de dégager du temps aux enquêteurs spécialisés. C'est, pour nos personnels administratifs et techniques, la possibilité d'une évolution importante qui vient s'ajouter au plan de revalorisation d'ores et déjà annoncé. Et je pense que c'est important et cela a du sens. Et je le dis pour l'ensemble de nos personnels administratifs et techniques qui font partie de la famille police et de la famille gendarmerie à part entière. Eux qui, d'ailleurs, à Magnanville, à la préfecture de police ou à Rambouillet, ont payé ces dernières années un si lourd tribut. Dans le domaine de l'ordre public, que les phénomènes nouveaux de ces dernières années, que j'évoquais tout à l'heure rapidement, Black Bloc, Gilets jaunes, manifestations sporadiques ont profondément bousculé et non pas ménagé. Les défis que le Beauvau a mis en avant sont nombreux. Et là aussi, nous y répondrons. Après avoir repensé le schéma national de maintien de l'ordre, après avoir renforcé de 600 effectifs, nos unités de force mobile, travail qui a permis de reconstituer 4 unités, nous allons créer, en région parisienne, un centre de formation dédié aux policiers comme aux gendarmes. Ce nouveau centre permettra de constituer un vivier pour créer de nouvelles compagnies de CRS et escadrons de gendarmerie mobile pour répondre aux besoins. Sur le sujet des relations entre forces de l'ordre et presse, qui là aussi a été, en particulier l'hiver dernier, fortement commenté, qui a été aussi discuté durant les tables rondes et qui est un point important de la confiance entre la nation et ses forces de sécurité. Je souhaite que les propositions du rapport Delarue, retenues par le Premier ministre, soient mises en œuvre dans les plus brefs délais. Ce rapport a fait un travail exhaustif, impartial. La nouvelle version du schéma national du maintien de l'ordre, qui sera présentée avant novembre, permettra ainsi de décliner les conclusions de ce rapport. Elle permettra de consacrer la place et le rôle des journalistes, mais d'imposer aussi à toutes les parties prenantes présentes dans une manifestation ou à l'issue d'une manifestation, des règles qui vont avec ces situations exceptionnelles, comme il se doit. Pas d'hypocrisie pour personne. Dans le secteur de la police technique et scientifique, nos experts, qui, indispensables à la résolution des enquêtes,
sont reconnus comme les tout meilleurs du monde, verront leurs équipements être mis à niveau pour améliorer leur visibilité sur les lieux d'enquête et leur protection. L'ensemble des agents de la PTS, comme on l'appelle, bénéficiera par ailleurs d'un nouveau statut. C'est là aussi le fruit du travail et des concertations menées ces derniers mois. Enfin, par-delà les spécialités, durant ce Beauvau, beaucoup de choses très concrètes, remontant du terrain, ont été dites, sur lesquelles nous allons agir. D'abord, la présence aussi sur le terrain de la hiérarchie. Beaucoup ont dit et partagé le fait qu'il fallait encourager davantage les promotions internes, mais il fallait qu'il y ait beaucoup plus de hiérarchie sur le terrain, ce qui va avec le plus de bleu aussi dans nos rues. L'organisation des forces sera donc revue pour rehausser le taux d'encadrement et permettre un commandement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est indispensable. Et je sais d'ailleurs l'engagement de tout le commandement, de la hiérarchie, qui prône pour aller en ce sens. Et donc c'est un travail de réorganisation collective du travail. C'est aussi un engagement pour plus de promotion interne. Sur le modèle de ce qui a été expérimenté outre-mer et dans 3 départements, des directions départementales de la police nationale seront créées dans chaque département. Ceci permettra de lutter contre la logique des silos et d'organiser pour que, là aussi, entre toutes les composantes, le travail se fasse de manière beaucoup plus simple. J'ai entendu aussi les préoccupations qui remontaient sur l'image, sur l'uniforme, désuet, inapproprié. Et ceci, je ne le sous-estime pas parce que c'est une question de fierté, de respect. Ça va avec les locaux, la situation les conditions de travail au quotidien, avec le véhicule. J'ai vu la fierté dans les regards quand on a déployé les premiers véhicules et que vos directeurs départementaux, le directeur général ou le ministre étaient là. Ils changent, ils vont plus vite, ils sont plus confortables, mais surtout, ils sont reconnus en ville, respectés. Il en est de même pour l'uniforme. Toutes les écoles de design et bacs professionnels métiers de la mode de France ont été invitées au printemps 2021, à l'initiative de votre ministre, à proposer une modernisation de la tenue des policiers. 2 propositions ont été retenues et ont débouché, après échange avec vos représentants, à un prototype de polo modernisé d'un calot qui remplacera la casquette. Ces nouvelles pièces, fabriquées en France, seront mises en production et distribuées au premier trimestre 2022. Le ministre aura l'occasion, avec des GPN, de vous le présenter en détail et de déployer cela, mais cela participe de ce renouveau de la police française et de la considération qui vous est due. J'ai entendu aussi, lorsqu'il était dit chez nos policiers, nos gendarmes, que pour beaucoup de choses, bien souvent, il manquait de bras dans des situations d'urgence où l'engagement pourrait être peut-être mieux sollicité. C'est pourquoi, pour vous épauler dans vos missions, une réserve opérationnelle de la police sera créée, dotée de 30 000 réservistes. Quant à la réserve de la gendarmerie nationale, qui elle existe déjà, elle accueillera 20 000 personnes supplémentaires. Création d'une réserve, donc, pour notre police, doublement dans le cadre de la LOPSI, de la réserve pour la gendarmerie. Je vous ai aussi entendu souligner que vous préfériez un contrôle plus strict et plus transparent de votre activité plutôt qu'une défiance généralisée et qu'un soupçon permanent. Soyons clairs, et là-dessus, je tiens à le redire, quand on aime les forces de l'ordre, on ne leur passe pas tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y aurait pas d'un côté ceux qui défendent les forces de l'ordre en disant « dès qu'il y a un problème, on est du côté des forces de l'ordre », et de l'autre côté, dès qu'il y a un problème, ceux qui disent « moi je suis du côté des citoyens, c'est forcément les policiers ou les gendarmes qui ont tort, et il faut les massacrer médiatiquement ». C'est le débat auquel on assiste depuis tant d'années. Non. Dans la République, il y a des forces de l'ordre qui sont là pour servir la loi républicaine. Et elles méritent le soutien et la confiance. Plus que ça, l'engagement de la nation. Ce
que je vous dis depuis tout à l'heure. Avec la confiance, il y a l'exigence. Et je sais que c'est ce que vous portez. Quand il y a des fautes, elles doivent être sanctionnées. Quand il y a des problèmes, ils ont une réponse. Et comme nous n'avons pas de sujet avec la transparence et le sens des responsabilités, on doit aller au bout. Mais sortons de cette espèce de fracas dans lequel le débat médiatique nous enferme et qui en vient à affaiblir tout le monde et surtout la confiance légitime. Alors je le dis d'abord pour celles et ceux qui l'ignorent, quand je regarde l'ensemble des agents publics, il n'y en a pas autant que vous qui font l'objet de sanctions. C'est que ça fonctionne. Quand je regarde la concentration des sanctions qu'il y a, dans la sphère des agents publics, on parle plutôt de votre ministère. Que la responsabilité s'exerce avec la même efficacité partout, c'est ce à quoi je veillerai. Et je continuerai de veiller. Mais surtout, nous n'avons rien à craindre d'une transparence accrue et d'une plus grande vigilance dans le suivi de ce qui émerge. C'est pourquoi j'avais demandé, certains l'avaient mal pris, feignant de ne pas le comprendre. J'avais dit, vous nous dites qu'il y a des problèmes, mettons en place une plateforme qui permette de voir s'il y a des problèmes et où ils se passent. Et s'il y en a, nous procéderons à des sanctions. C'est pourquoi la Défenseure des droits, que je remercie pour son engagement et son travail, a mis en place une plateforme de signalement des discriminations. Le 12 février dernier, elle a été créée, permettant de signaler toutes les discriminations et de répondre à des polémiques qui montaient sur le terrain. Ça a permis de faire remonter d'ailleurs toutes les discriminations. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y en a beaucoup trop. 7 564 appels recensés entre le 12 février et le 31 août. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Mais il y en a beaucoup en matière d'emploi, en matière de logement. Mais il y a 4% des appels qui concernent les forces de l'ordre et leur déontologie. 4%. Alors sur chacun de ces appels, j'ai demandé au ministre de veiller à ce qu'il y ait un travail qui soit fait pour comprendre ce qu'il y a derrière, mener les enquêtes internes et, si besoin était, les procédures. Mais ce chiffre permet d'objectiver une chose. Il n'y a pas non plus des dizaines de milliers de problèmes sur ce sujet. Ou alors, il faut qu'on continue à appeler la plateforme. Mais au moins, nous avons un chiffre objectif qui est explicité par une autorité administrative indépendante. Cela démontre que les forces de l'ordre, dans leur immense majorité, font preuve de déontologie et de discernement. Mais comme je le disais, nous devons tendre à l'irréprochabilité. Et il y a parfois des problèmes. C'est vrai. Voilà pourquoi, pour répondre à cela, à l'exigence de nos concitoyens, je souhaite que nous avancions sur plusieurs sujets qui correspondent d'ailleurs à la maturité sur ces questions de déontologie, de contrôle interne, et qui est le pendant d'un plus grand investissement dans la formation que j'évoquais. C'est pourquoi les rapports de l'IGPN et de l'IGGN seront désormais rendus publics. Transparence, toujours. Et que les directeurs généraux chargés de prendre systématiquement une décision suite aux propositions de sanctions seront mobilisés. Sanctions qui peuvent aussi donner lieu à des réorganisations de services et de le faire dans le mois qui suit leur publication. Sur ce sujet, je veux être clair. Une inspection générale n'est pas une autorité administrative indépendante. J'y ai beaucoup réfléchi. Je pense que les inspections doivent avoir un statut à part au sein des directions. C'est légitime, et cela va avec les personnes qui les dirigent. Mais elles doivent être un instrument pour les directeurs et directrices et pour les ministres, pour œuvrer. Sinon, il n'y a plus de commandement. Je crois au commandement et à la responsabilité. Il doit y avoir du commandement, donc il y a quelqu'un qui décide et qui nomme. Simplement, transparence des rapports et transparence sur le suivi de ces rapports qui devront donner lieu à des décisions claires, personnelles ou organisationnelles. Voilà pourquoi aussi je proposerai au président de chambre parlementaire que sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement soit créée une instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre qui pourra procéder à l'évaluation de leur action. Soutien, investissement et exigence et transparence. Je crois que c'est
ce vers quoi nous devons continuer d'avancer sans crainte, mais pour réconforter, bâtir plus avant ce socle de confiance avec la nation qui est indispensable. Mesdames et messieurs, cette transformation d'ampleur que nous menons est bien sûr une transformation qui vise avant tout à améliorer la vie de nos compatriotes. C'est un mouvement profond qui doit permettre de reconquérir partout ces espaces de vie tranquille, ce droit à la vie tranquille. C'est ce que chaque Française et chaque Français souhaite. Je ne mésestime aucune difficulté, aucun problème, aucun coup du quotidien. Vous les connaissez comme moi. Nous y faisons face. Mais nous devons continuer d'avancer vers cet horizon, à leur service. Mais c'est aussi une transformation et une ambition, je dirais, au service de votre engagement. Quand on décide d'être policier ou gendarme, on n'embrasse pas simplement une fonction ou un métier. On embrasse un engagement de vie. Je le dis encore une fois dans une école et en regardant nos plus jeunes. On le fait en sachant les risques qu'on prend sur le terrain. On le fait en engageant une famille qui va vivre avec ce risque toute la vie. On le fait avec des contraintes et des servitudes de chaque jour, mais parce qu'on y croit. Et pour moi, cette ambition, ce travail qui sort du Beauvau de la sécurité, c'est pour que nous soyons aussi collectivement à la hauteur des rêves et de l'engagement qui ont été et doivent rester les vôtres. Parce qu'une nation a besoin de femmes et d'hommes qui croient dans cet engagement pour la vie calme et tranquille. Ne cédez rien à ce besoin de sens que vous avez, de considération, parce que c'est ce qui tient la République et ce qui est plus grand que nous. Et chacune et chacun, vous servez quelque chose de plus grand que nous, qui est justement la force de la loi, sa force. Sans brutalité, au service de nos principes, de notre histoire, de ce que nous sommes. Cet engagement et ce sens auquel vous tenez tant, c'est ce pourquoi nous nous battons, parce que votre dévouement à la patrie nous oblige. C'est pourquoi, vous l'avez compris, aujourd'hui, en sortant de ce Beauvau de la sécurité, je voulais, avec vous, embrasser une ambition nouvelle, des chantiers nouveaux, mais aussi des exigences légitimes, et le faire avec vous, au service de nos concitoyens. Pro patria vigilant, pour la patrie, ils veillent. C'est la force des policiers. Pour la patrie, l'honneur et le droit, c'est l'engagement des gendarmes. Au nom du peuple français, c'est la légitimité des magistrats. Parce que tous ensemble, nous sommes au service du peuple français. Parce que chacune et chacun d'entre vous porte une part de cette responsabilité. Je crois comme vous, dans un État qui protège et qui libère. Je crois comme vous, à une autorité qui n'a pas de qualificatif, parce qu'au fond, elle doit toujours être républicaine. Vive la police nationale, vive la gendarmerie nationale, vive la République et vive la France.